l'on raconte une histoire à un enfant, qu'il s'agisse d'un conte de Perrault, conte de Grimm, ou une histoire quelle qu'elle soit, qui a pour but de lui expliquer quelque chose, nous utilisons la fonction initiatique du conte, de l'histoire. Si on prend l'exemple du petit chaperon rouge, eh bien on veut expliquer à l'enfant qu'il doit être prudent lorsqu'il est dans la vie étant symbolisée par la forêt ayant une foule de caractéristiques qui la rendent dangereuse. Symboliquement, cela est un parallèle avec la vie, la société dans laquelle il va se trouver. Et dans cette société, il y a un danger principal qui est le loup symbolisant l'étranger. L'étranger qui va être enjôleur, qui va pouvoir être gentil, mais qui va au bout du compte manger l'enfant, c'est-à-dire lui porter tort, être dangereux donc, voire éventuellement mettre sa vie en danger. Lorsqu'on raconte donc un conte de ce type à un enfant, cela a pour vocation de l'initier à la vie. L'initiation à la vie est donc une manière de faire comprendre par un outil symbolique quelque chose qui nous permet de mieux comprendre la vie et donc de mieux faire face à la vie et aux dangers que l'on est censé rencontrer. C'est ainsi que, de fil en aiguille, des sociétés philosophiques ont vu le jour dans l'Antiquité et se sont concentrées dans la Grèce antique. Dans la Rome antique, les lettrés suivaient leurs études en grec ancien. Et Cicéron, à son époque, avait recensé 1 millier de sociétés que l'on appelait à l'époque des sociétés à mystère, qui étaient des sociétés initiatiques, telles qu'elles existaient depuis plusieurs millénaires dans l'Égypte antique, puis en Mésopotamie, avec tout d'abord les Sumériens, puis les Akkadiens, les Babyloniens, et ensuite les Assyro-Babyloniens jusqu'à la Perse antique. Dans ces différentes civilisations, les sociétés à mystère avaient pour vocation de transmettre des savoir-faire permettant de mieux agir dans les différents domaines de la vie, tels que par exemple la construction, qui est une manifestation extérieure, mais en tant que manifestation intérieure, cela permettait d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être, permettant d'être une personne meilleure, plus efficace, et qui avait donc de meilleurs résultats dans ce qu'il faisait. Cicéron avait recensé à son époque 1 millier d'écoles initiatiques qui enseignaient à réfléchir. Et en ce sens, cela représentait un danger politique, car réfléchir représente en tout premier lieu l'aptitude à remettre en question une affirmation. Et donc forcément, politiquement, cela représentait un danger. Cela représentait un tel danger qu'il envisagea même d'interdire les sociétés initiatiques, puis il y renonça. Mais de tout temps, les sociétés initiatiques ayant pour vocation principale d'apprendre à réfléchir au moyen de symboles, afin que l'individu puisse s'améliorer dans les différents domaines de la vie, qu'il s'agisse de domaines professionnels aussi bien que de domaines personnels, voire spirituels, cela représentait un danger. De tout temps, la société à mystère, ensuite appelée société initiatique ou bien société secrète, voire discrète, comme il en a toujours existé, avait pour base le fait d'apprendre à réfléchir et donc à remettre en question toute affirmation pour ensuite être d'accord avec ce qui est affirmé ou ne pas l'être. Mais la base consistait à apprendre à réfléchir par soi-même. En ce sens, la société initiatique ou société à mystère ou société secrète a toujours
représenter un danger pour les personnes ou pour les États ou les gouvernements qui voulaient imposer quelque chose sans que la population ait son mot à dire. Et c'est donc une constante que l'on a retrouvée dans tous les États totalitaires. C'est ainsi que les sociétés initiatiques ont été interdites dans l'Allemagne nazie. Et c'est pour les personnes qui en faisaient partie qu'en tout premier lieu, les camps de concentration ont été mis en place. Il ne faut pas l'oublier, car au départ, c'est pour eux qu'ont été créés les camps de concentration, avant qu'Hitler utilise ceci pour également mettre au banc de la société, aussi radicalement que malheureusement l'histoire l'a prouvé, le peuple juif. À la base, la société initiatique qui apprend à l'individu à réfléchir par lui-même, lui apprend à remettre en question une affirmation afin de pouvoir être d'accord ou ne pas être d'accord en conscience, en faisant abstraction des a priori, des préjugés qui lui ont été inculqués au cours de son éducation, l'empêchant par là même de réfléchir par lui-même hors contexte. Voici donc résumé en quelques mots ce que l'on appelle une société initiatique. Cela permet ensuite d'analyser les moyens utilisés par la société initiatique pour apprendre à quelqu'un à réfléchir par lui-même. Car bien entendu, tout un chacun pense réfléchir par lui-même. Car nous ne nous rendons pas compte que nous ne réfléchissons pas librement. Nous pensons être libres. Nous pensons être libres car nous ne nous rendons pas compte que nous pensons au travers d'un certain nombre de filtres qui ont été placés devant notre réflexion par notre éducation d'un côté et par le contexte social, culturel, historique et politique dans lequel nous vivons. Pour le comprendre, il suffit d'imaginer ce que nous penserions d'un sujet si nous étions dans un contexte totalement autre que le contexte dans lequel nous sommes. Selon le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous aurons une perception tout à fait différente de tout un tas de sujets. Ce sont donc ces contextes qui modifient notre perception et donc notre réflexion et donc qui rendent notre pensée aussi subjective. Pour arriver à avoir une pensée qui est moins subjective, car il est très difficile de se dire que l'on atteint une pensée totalement objective, il faut donc réussir à se détacher de tous ces différents conditionnements qui nous ont construits pour pouvoir penser par nous-mêmes, c'est-à-dire en dehors de tous ces contextes et de tous ces arrière-plans qui nous ont fait. Cela demande des méthodes, et ces méthodes ont été mises au point petit à petit par les différents philosophes qui ont recherché cette liberté de conscience qui demande à un moment donné à n'être soumise à aucune condition, et c'est donc de là que vient la notion d'inconditionnelle liberté de conscience. Au cours des décennies, des siècles et des millénaires, des philosophes et des penseurs ont affiné ces différentes méthodes dans les différentes sociétés cachées pour se protéger tout simplement des différents souverains qui auraient pu se sentir menacés par des personnes qui cultivaient l'art de penser librement, que ces méthodes se sont affinées au travers de méthodes spécifiques, intemporelles, qui ne sont enseignées graduellement que dans ces différentes écoles à mystère ou sociétés secrètes ou discrètes. Ces méthodes qui étaient cachées étaient transmises de génération en génération et permettaient, par exemple, à des sociétés de métiers de se transmettre des savoir-faire qui permettaient d'avoir des constructions toujours plus belles, toujours plus solides, toujours plus élevées, comme ce fut principalement le cas des constructeurs de cathédrales qui avaient pour mission de réaliser la cathédrale la plus belle possible en utilisant les procédés les plus sophistiqués
transmis, bien entendu, au sein de ces sociétés de métier. Rappelons qu'à ces époques que nous pensons être arriérées, un certain nombre de choses avaient été construites que nous ne serions plus capables de créer actuellement. Je pense principalement aux pyramides en Égypte, qui n'ont jamais été reproduites à l'identique depuis, même à notre époque où nous avons pourtant apparemment tellement de moyens. Je pense également aux cathédrales, aux vitraux. Il suffit, pour s'en persuader, de voir que certains vitraux qui avaient été détruits au cours de guerre, par exemple, n'ont jamais pu être reproduits à l'identique. Cela montre bien que certains savoir-faire ont malheureusement été perdus. Quoi qu'il en soit, ces savoir-faire concernaient deux secteurs. D'un côté, le secteur extérieur, où l'on reproduisait à l'extérieur le savoir-faire que l'on possédait, par une construction, par exemple. Et d'un autre côté, le savoir-faire intérieur, spirituel. Il s'agissait donc de connaissances opératives, puisqu'on opérait sur la matière. Et de notre côté, il y a le savoir-faire individuel, personnel, qui concerne la personne, que l'on appelle donc le savoir-faire spéculatif, où l'on spécule de ce qui est fait à l'extérieur pour nous construire nous-mêmes et faire de nous-mêmes cette belle construction que l'on peut observer à l'extérieur lorsqu'elle est réalisée. Ces savoir-faire sont transmis de manière millénaire dans différentes sociétés sur chacun des continents. Chacun des continents, selon sa spécificité, selon les spécificités des populations qui les peuplent, ont développé des sociétés qui ont transmis au cours des âges les différentes connaissances spécifiques de la région du monde où vivait cette population. C'est ainsi que, par exemple, si on voit un petit peu ailleurs que chez nous, si on observe la Sibérie, eh bien on se rend compte que c'est là qu'a vu le jour le chamanisme, qui s'est déplacé à travers le détroit de Bering dans toute l'Amérique du Nord pour descendre et peupler tout le continent américain. Ces sociétés initiatiques expliquaient ce dont avaient besoin les habitants de ces régions très froides, c'est-à-dire comment survivre dans des conditions climatiques où il était très fréquent que les températures avoisinent les moins 40 en hiver. Les populations à l'époque ont donc développé des moyens qui permettaient d'apprendre à survivre dans ces conditions-là. Et donc les populations qui se transmettaient ces savoir-faire survivaient mieux que les autres grâce aux sociétés initiatiques. Cela s'est développé partout. Et donc, dans chaque région du monde, des sociétés ont vu le jour permettant de mieux survivre dans les conditions dans lesquelles se sont développées ces sociétés. C'est ainsi que, par exemple, dans nos sociétés occidentales, certaines sociétés ont développé les moyens permettant de survivre dans la société qui est la nôtre, ce qui sera radicalement différent de sociétés telles que des sociétés en Australie, en Sibérie, au Canada ou en Amérique latine. On ne peut donc pas dire que les sociétés initiatiques sont identiques. Il y en a qui se ressemblent, mais il y en a énormément qui apprennent des choses totalement différentes. Et il peut être intéressant d'en faire le tour pour avoir une vision relativement globale de ce que l'humain peut acquérir pour être toujours meilleur, de manière opérative pour ce qui concerne la vie extérieure et de manière spéculative pour ce qui concerne sa vie intérieure spirituelle.